j'ai 30 minutes, donc merci beaucoup. Je vais prendre un peu mon temps. Donc merci d'abord de m'avoir invité à traiter donc des sujets valvulopathie de 2023. Et j'avais pas le droit d'en parler, mais j'en parle quand même. La fuite tricuspide, on ne l'oublie plus. On sait que c'est très important, mais on sait quand même que les patients sont référés trop tard pour d'éventuelles interventions, et donc il faut être très sensible, bien regarder le cœur droit. Mais vous voyez la dynamique de publication autour de la valve tricuspide, c'est juste impressionnant. Et il y a plein d'essais en cours sur clinicaltrial.gouv qui fait que probablement en 2024, on reparlera de la valve tricuspide. Pour rester sur ce thème de la valve tricuspide, le registre Trivalve, 556 patients qui ont été traités de manière percutanée pour une fuite tricuspide, et il a pu être mis en évidence que sur ce registre, c'est un registre, on a a priori une amélioration de la quantité de vie, donc une diminution de la mortalité, une diminution des événements graves, que l'on soit un homme ou une femme, quel que soit l'âge du patient. Donc on a des éléments sur ces registres qui sont encourageants pour le traitement percutané des fuites tricuspides. Julien Dreyfus, que M. Vagnan connaît bien, a eu la très bonne idée de faire un score qui s'appelle le Tri-score, que vous avez ici sur la, sur la gauche de ma diapositive. Très simple, vous pouvez le télécharger sur votre iPhone. Et ce Tri-score, il est très intéressant pour les patients qu'on va confier aux chirurgiens, mais il a pu être démontré aussi par plusieurs équipes qu'il peut être utilisé pour les patients qu'on va traiter de manière percutanée. Et vous avez dans ce très beau travail de l'European Heart Journal la démonstration que plus le patient arrive avec un Tri-score élevé, plus le bénéfice que l'on aura au traitement de la fuite tricuspide est altéré. Donc il vaut mieux adresser tôt les patients, traiter des patients moins graves pour avoir un bénéfice supérieur. On a eu en 2023 la première étude randomisée dans le traitement de la fuite tricuspide de manière percutanée. C'est l'étude Triluminette où à peu près 300 patients ont été randomisés, sélectionnés par un comité d'éligibilité et traités avec le triclip de leur fuite tricuspide qui était torrentielle pour 80% d'entre eux. Donc des fuites tricuspides très sévères. Ce que l'on observe, c'est que le traitement par triclip de la fuite tricuspide permet, dans 87% des cas, d'avoir un très bon résultat échographique, donc une diminution dramatique très importante de la fuite tricuspide, et cette diminution dramatique de la fuite tricuspide perdure à 30 jours et à 1 an. Donc le traitement par clip semble efficace pour corriger la fuite. Ce que l'on voit aussi, c'est que peut-être les investigateurs ont été un peu gourmands. Ils ont voulu avoir un critère principal de jugement qui était un critère composite à 1 an. Et à 1 an, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'étude est positive avec un win ratio qui est favorable, mais les résultats sont drivés essentiellement par une amélioration extrêmement importante de la qualité de vie des patients et non pas par la récurrence des hospitalisations ou le risque de décès ou de chirurgie. Donc cette étude est positive, mais interprétée avec un petit peu de précaution dans la mesure où le critère est surtout drivé par la qualité de vie. Cependant, avec un suivi un petit peu plus long, on s'aperçoit que ces critères de qualité de vie sont stables dans le temps, c'est-à-dire qu'un patient qui améliore sa qualité de vie à J30 va garder cette amélioration de la qualité de vie au-delà de 12 mois, et qu'en analyse multivariée, bien sûr, cette amélioration de la qualité de vie est associée de manière indépendante au risque de décès, d'hospitalisation ou le critère combiné. Donc il faut avoir les résultats à 2 ans ou des résultats plus longs pour savoir si on va effectivement avoir des critères très durs pour démontrer que le traitement percutané des fuites tricuspides est efficace. En 2023, on continue, parce qu'on n'a pas tout résolu, on continue à s'intéresser au mécanisme des fuites tricuspides, et vous avez cet excellent papier dans l'European Heart Journal à nouveau, qui s'intéresse aux relations entre les sondes de pacemaker et les valves tricuspides, pour arriver à un algorithme qui, à mon sens, nécessite d'être connu par chacun d'entre nous, à savoir que quand on décide de mettre un pacemaker, il serait prudent d'effectuer une échocardiographie avant et après l'implantation du pacemaker pour savoir s'il y a une fuite tricuspide, si on aggrave la fuite tricuspide, et en fonction de l'existence ou non d'une fuite tricuspide, adapter le suivi du patient pour peut-être, à terme, être amené à corriger la fuite tricuspide. Donc ne considérez pas qu'implanter un pacemaker, c'est anodin, ça peut être associé à une fuite tricuspide qui potentiellement va driver le pronostic de votre patient. Je quitte la valve tricuspide pour aller sur la valve mitrale. Regardez bien en échocardiographie les valves mitrales de vos patients qui fuient. Les valves mitrales qui fuient et qui sont en rapport avec des prolapsus ne sont pas toutes équivalentes. Une femme jeune, avec des ondes T négatives en inférolatéral et qui a des extrasystoles ventriculaires,
peut être une patiente à risque de mort subite. Peut-être une patiente à risque de mort subite, ce n'est pas systématique. Le risque est faible, mais il existe. Et donc on sait, on a tous eu dans nos soins intensifs chaque année des patientes surtout, mais aussi des patients parfois, qui arrivent pour des morts subites. Et la cause de la mort subite, c'est une disjonction annulaire postérieure qui entraîne une traction sur le pilier de la valve mitrale, qui déforme le ventricule gauche, qui altère la fonction du ventricule gauche, en tout cas sa synergie de contraction, et qui peut générer de la fibrose intramyocardique qui va favoriser les troubles du rythme ventriculaire. Notre collègue français, Benjamin Assayag, a présenté ce papier dans l'European Heart Journal, et un consensus européen, auquel Benjamin et d'autres parmi nous ont fait partie, a aussi abouti à un consensus qui permet de dire qu'il faut évaluer le risque de troubles du rythme ventriculaire chez nos patients qui ont des prolapsus mitraux avec des disjonctions annulaires. Et il faut, si le patient est à risque et qu'il n'a pas de fuite mitrale sévère, proposer l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Et si le patient a une fuite sévère, ne pas hésiter à traiter le patient de sa fuite, sans oublier que traiter la fuite ne résout pas forcément le problème rythmique, et donc le défibrillateur peut se discuter aussi. Ce sont des patients rares, complexes, mais il faut savoir décrire cette disjonction annulaire postérieure qui est variable. Il faut qu'elle soit significative. On l'apprécie bien en échographie, on l'apprécie aussi en IRM. Je change de sujet à nouveau, la bicuspidie valvulaire aortique. C'est important, la bicuspidie. C'est pas pareil qu'une valve tricuspide. Et si vous avez une valve bicuspide, vous avez une probabilité extrêmement forte d'être opéré avant l'âge de 90 ans. Ce qui est très important dans cette diapositive, c'est de retenir que non, le risque de dissection aortique n'est pas si important que ça dans la bicuspidie valvulaire aortique, et que finalement le risque le plus important quand on a une bicuspidie valvulaire aortique, c'est l'endocardite. Donc ne gardez pas à l'esprit ce problème de l'anévrisme de l'aorte ascendante qui serait à risque de dissection. Gardez les recommandations européennes qui sont à 55 mm pour proposer une chirurgie de l'aorte. Mais par contre, soyez affolés par le risque d'endocardite. Ces patients qui ont une bicuspidie sont à haut risque d'endocardite. Il faut donc prévenir cette endocardite. La nomenclature de la bicuspidie a changé en 2021. Je la remets rapidement ici. Je vous invite à consulter le document qui est publié et qui est online facilement. La fuite aortique, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est une entité qu'on connaît assez mal. Et là, il a pu être démontré dans deux papiers que je vais vous montrer l'un après l'autre, qu'il faut être attentif. Les recommandations européennes nous disent qu'il faut traiter une fuite aortique quand le diamètre télésystolique dépasse 50 mm, ou que la fraction d'éjection s'altère. Attention, quand on est âgé, et qui plus est si on est une femme, on peut avoir une fuite sévère qui va avoir un retentissement fonctionnel important, même sans une dilatation très importante, et même sans une altération de la fraction d'éjection. Donc il faut savoir peut-être opérer plus tôt des patientes, surtout, un petit peu âgées, sans attendre les critères de l'ESC. A priori, il ne faut pas considérer de la même manière les hommes et les femmes. Les recommandations européennes, je vous les remets ici. Donc vous voyez, c'est 50 mm et 50% de fraction d'éjection. C'est peut-être pas assez sensible pour dépister les patients tôt qui devraient bénéficier d'une correction de leur fuite aortique. Et cette étude IRM nous montre que peut-être il va falloir enfin dépasser le diamètre télésystolique pour regarder le volume ventriculaire. Et a priori, vous voyez ce volume ventriculaire indexé à 43 ml par mètre carré, qui serait a priori un très bon critère pour décider ou non qu'une fuite aortique justifie d'une correction chirurgicale ou non. Donc intérêt de regarder plus finement le retentissement de la fuite sur le ventricule gauche et peut-être devancer les recommandations de l'ESC pour certains patients, surtout âgés et les femmes. Le rétrécissement aortique, vous savez que le rétrécissement aortique entraîne des conséquences myocardiques, ventriculaire gauche, mais aussi atriale, mais aussi ventriculaire droite. Ça peut être associé à une fuite mitrale secondaire, ça peut être associé à une fuite tricuspide, à une HTAP. Ce myocardial damage, ce grade de myocardial damage est très important à considérer. Si vous opérez des patients qui sont tous en stade 4, vous allez opérer des patients trop tard, qui n'auront pas un bénéfice fonctionnel significatif de leur correction de la fuite de la sténose aortique. Ça a été démontré dans Partner, et vous voyez que si vous opérez des patients qui ont des myocardial damage trop avancés, la probabilité qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait un remodelage inverse est faible, 15,6%. Beaucoup de patients vont garder ce myocardial damage, voire vont continuer à le dégrader avec le temps. Et ce myocardial damage est étroitement associé au bénéfice fonctionnel que va avoir le patient de sa correction de la sténose aortique.
Donc peut-être faut-il, là encore, penser à opérer les sténoses aortiques plus tôt, avant qu'il y ait des conséquences atriales ou ventriculaires droites, pour améliorer le pronostic de nos patients. Et je ne pouvais pas ne pas montrer ces résultats de Partner 3 sur les patients à bas risque, montrant que le pronostic à 5 ans des patients est le même, quels que soient les critères de jugement, que l'on soit opéré ou que l'on soit traité par traitement percutané. C'est vrai pour les AVC, c'est vrai pour toutes les complications liées à l'implantation d'une prothèse en position aortique. Je finirai juste avec le traitement percutané des fuites de la valve mitrale pour dire qu'on avait des critères qui étaient assez restrictifs pour mettre des clips sur les valves mitrales. Il a pu être démontré, par exemple, dans ce travail de Hausleiter, que même les patients qui ont des valvulopathies très complexes, très sévères, avec des calcifications, des prolapsus sévères, des maladies de Barlow même, on peut avoir de très bons résultats avec le clip si le patient est contre-indiqué à la chirurgie. Donc bien sûr, le traitement de référence, c'est la chirurgie, mais pour certains patients qui sont complexes, des équipes entraînées peuvent avoir de très bons résultats avec le clip. Et je voulais vous montrer cette diapositive pour finir. C'est un registre américain qui s'est intéressé aux résultats du traitement par clip en classifiant les patients qui soient Mitra-FR compatibles ou coapt compatibles. Vous savez que les patients des deux études n'étaient pas les mêmes. Vous avez ici les taux d'événements dans les essais randomisés, que ce soit Mitra-FR et coapt. Vous voyez ici en bas, qui était très important dans Mitra-FR, souvenez-vous. Vous voyez que dans la vraie vie, ça n'est pas du tout ça. On s'aperçoit que même les patients Mitra-FR ont un taux d'événement qui est plus important que les patients coapt, mais qui est beaucoup moins important que dans l'essai randomisé mené par M. Obadia. Et donc, sans doute, ne faut-il pas sous-estimer la possibilité de traiter les fuites mitrales secondaires de nos patients que l'on voit au quotidien. Quand ils ont un traitement médical optimal, quand ils restent symptomatiques, on peut améliorer significativement le pronostic de nos patients. Je vous remercie et je vous invite à consulter le site du groupe de des valvulopathies de la SFC pour en savoir plus. Merci beaucoup, Erwan. Y a-t-il des questions? Il y a une question? Au fond, je ne vois pas. Non, ce n'est pas une question. Bon, Erwan, donc tu nous as brossé là un tableau très, très complet. Ah, il y a une question? Oui. On ne vous voit pas. Allez-y, madame. Allez-y, vous êtes prioritaire. Belle présentation. Donc, ma question est par rapport à la tricuspide. Attends, on ne vous voit pas, là, excusez-moi. Je suis à la première rangée. Ah, pardon. Ah oui, vous êtes trop près. Vous êtes trop près. Vous savez, à mon âge, on ne voit pas bien de près. Il faut juste regarder. On ne voit pas bien de près, oui. Reculez un peu. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, voilà, ma question est par rapport à la tricuspide. Et là, vous avez insisté sur l'importance de profiler la fuite tricuspide. La tricuspide induite par un pacemaker éventuellement. Et là, ma question est qu'il faut intervenir. Si oui, comment intervenir si on a un pace implanté? Et puis aussi, par rapport au tricuspide, oui, il y a le traitement percutané, mais ça dépend aussi du type de la fuite. Et pour les fuites rhumatismales, là, que faut-il faire aussi? Oui, ça fait un deuxième compliqué. Topo. Une petite minute, vas-y. Donc d'abord, il n'y a pas d'évidence. Je ne peux pas vous dire de manière péremptoire, il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça, parce que personne ne sait. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut regarder attentivement, apprendre à regarder la valve tricuspide et les relations entre la sonde de pacemaker et la valve tricuspide. On a eu tendance à penser que les rythmologues travaillaient mal. C'est faux. La plupart du temps, ils travaillent très bien. C'est très rare que la valve soit perforée. Souvent, la fuite tricuspide est en rapport plutôt avec soit une interaction entre la valve et la sonde qui fait qu'il y a une restriction du feuillet septal, mais aussi souvent, il y a un asynchronisme septal qui fait qu'il y a une restriction du feuillet septal. Ces patients sont compatibles avec un traitement par clip, pour la plupart d'entre eux. Parce que souvent, si la sonde a été implantée sur la partie haute du septum interventriculaire, la sonde franchit l'orifice tricuspide entre le feuillet septal et le feuillet postérieur. Si tel est le cas, on peut tout à fait traiter la fuite en regard du feuillet antérieur et du feuillet septal. Donc ça, c'est pas trop un problème. On peut être amené à retirer les sondes de pacemaker, mais c'est rare. Et après, il faut savoir que les traitements par prothèse percutanée, que je n'ai pas montré ici parce qu'il y a une étude publiée pour l'instant, permettent de traiter les patients qui ont des sondes de pacemaker. Pas plus tard qu'hier, à Rennes, on a traité une patiente par une prothèse percutanée qui avait 3 sondes laissées en place au travers de l'orifice tricuspide. 40 minutes, résultat excellent. Donc, c'est une étude clinique, mais en tout cas, on a des espoirs pour pouvoir traiter ces patients. Et pour les patients rhumatismaux, effectivement, là, c'est plutôt le domaine de la chirurgie, et plus encore
que pour le traitement percutané. Il faut référer ces patients très tôt pour que le pronostic chirurgical soit bon. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question, professeur Donat? Non, est-ce que, on ne va pas déflorer ton sujet, Erwan, mais quand tu regardes les patients de triluminette et quand tu regardes ta population dans ton essai randomisé, est-ce que tu vois quelque chose qui saute à l'œil en termes de gravité ou certaines... Ouais, merci pour cette question. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que les patients américains et les patients français ne sont pas les mêmes. Les patients français ont sans doute un accès plus facile à l'hospitalisation quand ils décompensent, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Du coup, dans Triluminette, ils ont inclus des patients qui n'avaient jamais été hospitalisés, qui avaient une dyspnée ou une asthénie, qui avaient une fuite tricuspide sévère, voire très sévère. Rebecca Anne disait qu'elle était torrentielle. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu exagéré, mais ça, c'est off-record. En tout cas, c'était des patients qui n'étaient pas hospitalisés. Les patients qu'on a inclus dans notre étude française sont pour 40% d'entre eux hospitalisés dans les 6 mois qui précèdent l'inclusion. Donc on a des patients très sévères. Sélectionnés néanmoins, le comité qui a fait de l'éligibilité des patients était extrêmement strict sur la fonction rénale, sur la fonction hépatique, sur la capacité à faire un test de marche sur 6 minutes. Tout ça était très strict, mais néanmoins on a des patients très sévères avec un taux d'événement probablement qui sera un petit peu supérieur et j'espère donc des résultats positifs. ESC, London, août. Il y a encore une question, dernière, courte. Oui, très courte. En fait, je voulais juste rajouter qu'il faut être vigilant quant à le risque infectieux d'endocardite bactérienne, quand pour ces valves tricuspides qui sont parfois délabrées et que vous mettez une bioprothèse en position tricuspide avec toutes les sondes qu'il y a un très haut risque d'endocardite bactérienne et après, forcément, ça impacte le pronostic du patient. Donc, attirer l'attention sur cela. Merci. Oui, je n'ai pas dit que la prothèse percutanée était la solution à tous les problèmes, mais c'est un élément de l'arsenal thérapeutique qui peut nous aider pour le futur. Personnellement, je ne pense pas qu'on pourra mettre des prothèses percutanées à tout le monde, d'abord parce que c'est très cher, et puis après, il y a d'autres techniques. Il faudra se faire une expérience. Mais c'est sûr que l'endocardite est un problème. Et si je peux juste en 30 secondes parler d'un problème, il y a un système qui s'appelle le TRICAVE qui permet de mettre des prothèses dans la veine cave supérieure et dans la veine cave inférieure pour lutter contre les effets de la fuite tricuspide sur les œdèmes et sur les conséquences hépatiques. Le TRICAVE, donc c'est a priori une solution palliative qui paraît séduisante et facile à implanter, sauf que s'il y a une endocardite du TRICAVE, le patient est mort. Parce qu'on ne peut pas retirer le TRICAVE. Non, en fait, je voulais rapporter juste un remplacement classique valvulaire sous CEC. L'endocardite est un problème, il faut l'avoir. Merci. C'est très très bien de le rajouter, vous avez tout à fait raison, madame. Merci beaucoup, Erwan, et à l'année prochaine.